je vous propose tout de suite de débuter cet atelier et de rentrer dans le vif du sujet, peut-être en commençant par présenter nos deux experts et nos deux intervenants. Et je vous propose peut-être, Frédéric, comme vous êtes à ma droite, eh bien de vous présenter et de présenter Lingenheld Immobilier. Merci Adrien. Donc je m'appelle Frédéric Maillot, je suis le directeur du développement pour Lingenheld. Pas la peine de marquer le H, Lingenheld, ça passe tout seul. Lingenheld Immobilier, on est une société familiale qui fait de l'immobilier depuis une centaine d'années, puisqu'on a fêté nos 100 ans en juillet 2025. Donc au départ, une boîte de TP qui après, assez naturellement, a commencé à faire des lotissements, puis de la promotion, et dans le même temps a diversifié son activité en faisant des activités liées à l'environnement, avec notamment le traitement et le tri des déchets, le traitement de terres polluées, de la démolition et du désamiantage. Alors tout ça fait un combo assez sympa pour traiter des friches immobilières, ce qui fait qu'en fait on se spécialise un peu dans ce domaine-là, et on fait entre 500 et 600 logements par an dans le Grand Est, exclusivement dans le Grand Est, logements et terrains à bâtir. Voilà, donc en préambule, je voulais quand même dire une chose, parce qu'on parle de contraintes environnementales. Je voulais juste faire un petit rappel et hommage à mon ancienne professeure Marie-Josée Littmann, qui est décédée ce mois-ci, ma professeure de droit de l'environnement et de l'aménagement, qui nous expliquait quand même à l'époque, ça remonte à loin, parce que moi je suis un vieux, donc ça remonte au millénaire précédent, dans les années 90, que le droit de l'environnement s'était fait aussi pour protéger les usagers et la nature, et que ça devait permettre de faire et pas empêcher de faire. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait les scandales de Bhopal, de Tchernobyl, de Sandoz, de AZF, j'en passe et des meilleurs. Les pluies acides, aujourd'hui, on n'a plus ce genre de problème parce qu'il y a des réglementations environnementales. Il ne faut quand même pas oublier ça. Alors c'est emmerdant, certes, mais ça a quand même l'utilité qui s'est avérée. Bien sûr. On allait de toute façon définir la partie environnementale. Ce n'est évidemment pas qu'une contrainte. On sait pourquoi c'est fait. Je pense que tout le monde y voit évidemment l'importance et l'utilité. Et en même temps, elles apportent quelques contraintes dans les projets d'aménagement et dans le besoin, qui est un besoin vital et social, de pouvoir construire et répondre aux besoins des habitants. Nicolas, je serais ravi que vous vous présentiez également et que vous présentiez Envergo. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis cofondateur et directeur produit chez Envergo, qui est un service du ministère de la Transition écologique. Donc moi, je suis agent mis à disposition de l'interministériel. Les services de Matignon mettent à disposition des experts qui savent monter des services numériques. Et donc Envergo a maintenant 4 ans et demi. C'est un service public qui est en fait un simulateur de réglementation environnementale pour les projets d'aménagement et de construction. Il est accessible à tous, il est anonyme dans sa version simulation et permet en phase amont à tout aménageur qui a un projet de construction ou d'aménagement d'identifier en 3 clics en gros des réglementations qui s'appliquent, et je vous ferai une petite démonstration, vous verrez, il y a aussi les contacts de l'administration, les sanctions éventuelles et la marche à suivre, c'est-à-dire quel dossier déposer où, quels sont les délais et les ressources en termes de données notamment, quelles sont les cartes de zone humide qui justifient un dossier loi sur l'eau, quels sont les seuils de la nomenclature qui justifient un examen au cas par cas, etc. Voilà. Donc on va parler de tout ça. J'allais dire la même chose sur les contraintes. Alors venant du ministère, bien sûr que je récuse le terme de contrainte, je comprends complètement, et on l'observe, les effets négatifs à court terme, économiques notamment. On voit des aménageurs, et on va peut-être en parler, qui rencontrent des surcoûts, des retards, voire des annulations de projets parce que les réglementations environnementales n'ont pas été anticipées. Donc le pire, c'est quand on les découvre trop tard. Mais on voit aussi énormément d'acteurs qui ont intégré dès le départ la notion de contrainte environnementale, du réglementaire, qui sont bien outillés, même si ça a effectivement une certaine complexité à intégrer. Donc, en effet, ces règles-là sont pour le long terme. On parle évidemment de biodiversité, de climat, mais même de court terme. Vous avez cité les pluies acides, etc. Moi, je citerai le risque inondation. Il ne faut pas oublier que le droit de l'environnement, c'est également des sujets de risque. Et donc, on voit ce qui se passe en cas de crue soudaine quand des territoires ont été artificialisés sans tenir compte de ce risque-là. Voilà. Mais la discussion va s'ouvrir. Merci. Alors, comme vous êtes tous les deux d'accord, je ne vais pas parler de contraintes, mais on va parler de règles environnementales. Vous avez en face de vous une assemblée d'aménageurs qui les connaissent bien, ces différentes règles. Et aujourd'hui, on
on est là pour parler d'aménagement. Comment fait-on pour continuer à sortir des projets immobiliers dans un contexte où il y a de plus en plus de règles, de normes environnementales qui, si elles sont bien pensées et qu'elles ont un bien fondé, eh bien, elles apportent parfois des difficultés et empêchent un certain nombre de projets de pouvoir se développer. Comment fait-on alors pour produire face à ces différentes règles environnementales? C'est une question très courte parce que malheureusement, on n'arrivera pas non plus à y répondre. Même si on prenait 1 heure pour y répondre, ce sera assez compliqué. Je vais commencer. Alors, la connaissance de ces contraintes ou de ces normes environnementales, je pense qu'on sait tous qu'il faut savoir faire un diagnostic environnemental. Quand on a un sujet à regarder, je pense que la première chose à faire, c'est quand même de commencer par les investigations. Et après, en vrai, je pense qu'il y a un moment, il y a un passage obligé où on doit se dire, il faut qu'on aille voir sur place, qu'on commence à gratter, qu'on commence à sentir les choses, qu'on commence à observer ce qui se passe autour, discuter avec les habitants, avec les élus. Et c'est là que vous commencez à avoir la connaissance du territoire qui remonte vraiment et que vous allez identifier les éventuelles difficultés environnementales. Une étude d'impact, c'est bien, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent survenir. La nature du sol, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il y a eu comme accident sur place, enfin, il y a plein de choses. Et on en découvre souvent au fur et à mesure. Alors, nous, on a tendance à investir dans des friches et à les acheter, et après, on réfléchit. Donc, du coup, ça nous permet quand même d'aller se balader, de commencer à gratter un peu, de taper, de faire un peu des investigations. Et là, on trouve des choses qu'on ne verrait pas du tout dans une investigation théorique qui se passe à quelques dizaines de kilomètres. On va regarder, on zoomera peut-être après sur un projet dont je voulais parler, notre projet de Roufac. C'est une ancienne briqueterie, ben voilà la bête. Donc Roufac, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe en Alsace, entre Colmar et Mulhouse. C'est une petite commune de 5000 habitants, au pied des collines calcaires des Vosges, et qui a la particularité d'avoir 2 établissements assez intéressants sur place. Sinon, on ne serait pas allé là-bas pour faire de l'immobilier. On voit au fond un lycée agricole qui est un des plus grands d'Europe, où il y a 900 élèves et je ne sais pas combien de centaines de profs et de professionnels qui sont là-bas. Et de l'autre côté, on a l'hôpital psychiatrique de Roufac, donc, qui est l'hôpital psychiatrique de la région, avec pareil 900 à 1000 salariés, entre infirmiers, infirmières, médecins, dont une centaine arrivent à se loger dans le coin et tous les autres se logent ailleurs parce qu'il n'y a pas de marché immobilier à Roufac. Donc c'est pour ça qu'on est présent. Donc 2 atouts importants. On a acheté cette friche, une ancienne briqueterie au groupe Wiener-Berger, pour 1,5 million, je dis tout. On a acheté ça en juillet 2022 pour 15 hectares. On va en urbaniser, on reviendra après sur les questions de surface. Hein. On en urbanisera un peu moins de la moitié en tout. Voilà le sujet. Donc, qui dit briques, qui dit tuiles, dit déchets, concassage. On a trouvé des trous avec jusqu'à entre 8 et 10 mètres de profondeur de briques concassées. Vous imaginez bien que pour mettre des pieux dedans, c'est quand même moins pratique. On a découvert plein de choses très rigolotes, mais on y reviendra peut-être après. Bien sûr. Nicolas, alors, pareil, en réponse rapide. Oui, je vais donner mon point de vue côté ministère. Hein. Donc, je parle moi du droit de l'environnement, du code de l'environnement. Il y a d'autres dimensions environnementales qui sont y compris intégrées à la construction que je connais moins. Comment continuer? Moi, je pense que c'est toujours un sujet d'intégrer en amont le plus possible les réglementations. Donc, ça a une certaine complexité, on pourrait y revenir. Je vais, pour compléter, pour être court, du côté de l'administration, ce que l'administration peut faire. Bon, évidemment, il y a des enjeux de simplification. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a des choses qui se font, notamment sur le code de l'urbanisme. Sur le code de l'environnement, on l'entend surtout sur les enjeux agricoles en ce moment, mais c'est vrai aussi pour l'aménagement. C'est difficile. Et puis, ça n'est pas que l'exécutif. Hein. Il y a le législateur aussi qui produit de la norme. Il y a un sujet évidemment de donner des moyens aux services de l'État déconcentrés pour accompagner les aménageurs en phase amont. C'est la consigne, mais les moyens sont limités. Et donc, je pense que vous partagez, parce qu'on le voit, on est en lien avec ces services-là aussi, les enjeux de délai. Il y a un mail parti à la DDT ou la DDTM peut avoir une réponse plusieurs semaines, voire mois plus tard, qui ne sont pas compatibles avec les échelles de temps de décision. Et puis, la dernière réponse, c'est des choses à la Envergo, c'est de l'outillage. Et donc, on est assez satisfait, nous, de voir qu'aujourd'hui, les grands aménageurs qui avaient déjà les moyens et la stratégie pour intégrer le maximum les contraintes environnementales dès la faisabilité, pour éviter des surprises plus tard, ont aujourd'hui des Envergo dans leur processus
dans leurs outils, dans les fichiers Excel de checklist du développeur foncier, par exemple. Je ne vais pas les citer, mais des grands groupes CAC 40 ou juste en dessous. Donc, ensuite, c'est également outillé chez les plus petits aménageurs. On a aujourd'hui des milliers d'utilisateurs de ce simulateur que vous verrez très bientôt. Vous l'avez esquissé, on ne va pas rentrer tout de suite dans l'outil parce qu'on va vous le présenter juste après, mais il y a une croissance manifeste des normes et des règles environnementales. J'ai deux questions pour vous, Nicolas. Comment finalement l'État accompagne les porteurs de projets pour mieux les anticiper et pour réussir à naviguer au milieu de toutes ces règles qui évoluent aussi beaucoup. Alors les grandes thématiques, je les ai un peu listées, simplification, mais c'est très complexe. Donner des moyens, c'est pas évident non plus. Ouais, parce que la simplification, on en parle beaucoup, on en a depuis de nombreuses années, mais elle ne se réalise pas opérationnellement. Et elle recouvre des définitions différentes. Je prends le cas agricole parce qu'Envergo intervient aussi sur ces sujets-là. La simplification pour l'administration peut vouloir dire accélérer, permettre de mieux clarifier, de mieux informer. Pour le lobbyiste, ça peut vouloir dire supprimer la norme. Donc là, il peut y avoir un dialogue un peu de sourd. Non, très concrètement, je pense que les choses actionnables, c'est vraiment la formalisation des doctrines, parce que là, on parle de directives européennes, de lois au niveau national, et puis ensuite, on va avoir une application qui peut être parfois territorialisée. Là, il y a un travail qui est fait, qui n'est pas toujours visible, mais de formalisation de doctrines. Donc les doctrines, quand elles sont bien formulées, sont mises à disposition et utiles et actionnées. Ça n'empêche qu'il faut avoir l'expertise pour savoir où elle est, et que donc il y a des bureaux d'études environnement. Même ces bureaux d'études-là sont parfois perdus, et on voit Envergo qui utilise notamment les plus jeunes dans les bureaux d'études qui n'ont pas l'expérience de tous les cas particuliers qu'il faut rencontrer une fois, et puis la 5e année, on se rend compte qu'en fait c'est un cas général. Donc pour moi, la réponse la plus actionnable, c'est l'outillage, encore une fois. Est-ce que vous voulez que je vous présente le si vous en êtes d'accord, je ne sais pas comment ça a été pensé, mais je vous propose plutôt qu'on aille sur le projet de Roufac, que je vous pose deux questions, et ensuite, peut-être que justement, en présentant l'outil, il y a peut-être, parmi les questions que je vais vous poser, les interrogations sur ce projet, peut-être des réponses que aurait fourni Envergo. Cette opération, on en a parlé ensemble, vous venez de le présenter, c'est une opération qui a mis près de 4 ans à sortir. J'ai deux questions, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a ralenti concrètement, vous avez évoqué finalement les surprises et les aléas d'une opération, qu'est-ce qui a ralenti concrètement cette opération, et avec du recul, qu'est-ce que vous auriez pu mieux anticiper si vous deviez reproduire aujourd'hui une opération similaire? Alors, en vrai, on n'a pas eu tellement de ralentissement. C'est ça qui est peut-être un peu compliqué à envisager. On a acheté le terrain en juillet 2022. Aujourd'hui, on a décidé de s'embarquer sur une procédure autoportante, je crois que ça s'appelle comme ça, avec modification du PLU, le permis d'aménager, dossier loi sur l'eau et dossier de dérogation d'espèces, tout en même temps, le package global, parce qu'on savait qu'il y aurait des problèmes un petit peu particuliers. On a eu des ralentissements par-ci par-là pour des raisons dont je parlerai après, mais pas de vrais gros problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un PA qui est purgé, le PLU qui est modifié, mais on doit attendre pour commencer les travaux de démolition, qui ne sont toujours pas commencés, octobre de cette année, parce que c'est la fin de la période de nidification et de mutation des hirondelles. On reparlera de notre copine l'hirondelle après. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Et on attend cette fin-là. En octobre, on va pouvoir commencer la démolition et le désamiantage de l'ensemble. On a eu deux petits soucis. On a eu un périmètre de captage d'eau, puisqu'on est en périmètre de captage d'eau. Les cartes qu'avait l'État étaient des mauvaises cartes, et c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est des vieilles cartes, donc ils n'avaient pas les bonnes, donc ils les ont retrouvées miraculeusement à la fin. Premier problème. Et autre petit problème qu'on a eu, c'est une carte qui est apparue, je pense que c'est l'opposition au maire, qui a glissé une carte qui a été faite par une association, une carte d'inondabilité du site, qui rendait le site inondable en partie. Donc c'était pas du porté à connaissance, attention, c'est une carte qui a été faite par une association locale d'entretien des cours d'eau. Donc on a eu à se dépatouiller avec ça, et à ce moment-là, on a eu un choix à faire, un choix stratégique qu'on a fait avec le maire. Pour l'anecdote, je signale que le maire, ça fait le lien avec l'atelier précédent, le maire est marseillais.
avec un accent à couper au couteau. Il est tombé amoureux de la région, il est devenu maire, donc ça rendait les choses encore plus sympas de travailler avec lui, parce qu'il avait le caractère qui allait avec. Et on a décidé de faire la stratégie de ça va passer, ça va le faire, les services de l'État vont pas le voir. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais on avait prévu un plan B, c'est qu'on avait simulé les inondations avec notre bureau d'études, ce qui fait qu'on a pu convaincre les services de l'État après une séance homérique où le maire a parlé pendant 1h30 au préfet pour lui dire qu'il fallait absolument faire passer le projet. Ça a permis de faire une petite opération de séduction menace en même temps qui était assez marrante, mais dont on se serait tous bien passés. Merci beaucoup. Et bien alors, comme on vient de le dire, je serais ravi que vous nous fassiez cette petite présentation. A priori, c'est un outil que vous connaissez pour certains et qui devrait beaucoup vous intéresser et qui permet d'anticiper. C'est quand même les règles, elles sont ce qu'elles sont et elles sont là, mais l'important, c'est d'essayer de les anticiper pour maîtriser. Oui, je serais curieux à savoir à main levée qui parmi vous connaît Envergo. Ok, on est à la moitié, un tiers. La moitié de la salle connaît Envergo ? Ouais. Et qui a déjà, du coup, plus que le connaître, fait des simulations sur des projets concrets. Ok, on pourra en discuter si vous avez des 4, retours. 5. Je vois 4-5 mains levées. Donc, ça se présente, normalement ça va apparaître. C'est un simulateur, donc je ne vous montre pas tout de suite la homepage, je vous montre le résultat appliqué au projet présenté. Voilà. Si on est en plein écran, il faut double-cliquer, je pense. Voilà. Très bien. Donc, ce que vous voyez donc, à gauche, c'est le résumé du projet qui a sa localisation. On va voir ses différentes caractéristiques, notamment les surfaces d'impact, et puis des propriétés, des caractéristiques un peu plus particulières, notamment un enjeu de rétrocession de voirie au public, au domaine public, des propriétés sur le stationnement, et puis un enjeu de boisement, ou en l'occurrence, j'imagine, de défrichement. Donc, c'est un petit formulaire que je vous montre juste après. Le résultat se présente comme ça. On a une liste des réglementations qui sont les 4 principales. D'autres sont développées au fur et à mesure. Et en un clin d'œil, vous voyez, donc là, sur la loi sur l'eau, il va y avoir une action requise, ce qui veut dire qu'il va y avoir des études à mener. Règlement de SAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux non soumis. Il y a un cas par cas, une demande d'examen au cas par cas à déposer. Et on est soumis au titre de Natura 2000. Donc, je vais prendre l'exemple du cas par cas. On a, en fait, et c'est vrai pour chaque réglementation, le résumé de la démarche à suivre, des explications pour les acteurs du projet qui sont beaucoup moins connaisseurs, puisque la connaissance droit d'environnement est un peu différente dans les équipes. Donc on explique, si nécessaire, avec beaucoup de détails et beaucoup de pédagogie, ce que sont les différentes dispositions. Et puis surtout, on a le détail de pourquoi on est soumis à cas par cas. Ici, il y a un seuil qui est franchi à 10 000 m². Un seuil de rétrocession de routes publiques, comme je le disais plus tôt, et les 50 emplacements de stationnement ouverts au public. Bon, ça, c'est pour l'évaluation environnementale. Pour la loi sur l'eau, ce qui est intéressant, c'est qu'on valorise aussi donc les différentes rubriques aussi, hein, des cartographies. Et donc ici, on voit qu'on est sur une zone humide potentielle, et comme le projet dépasse les 1000 m², eh bien, une étude zone humide est nécessaire. Donc là, on pourra en discuter. Je pense que cette zone-là était déjà artificialisée, donc il n'y a pas d'étude zone humide sur du béton existant. Mais si en dessous, il y a du défrichement, effectivement, il y a une étude à mener. Donc l'idée, c'est que c'est anonyme, qu'une fois que vous avez cette simulation, vous pouvez partager la page, copier le lien, l'envoyer par mail ou dans un dossier projet, et l'ensemble des acteurs voient la même simulation. C'est partageable avec les clients, avec les élus, avec les services de l'État. Ce qui est important à dire, c'est que ça n'est pas opposable. Le droit de l'environnement est plus subtil qu'un simple algorithme. En revanche, c'est validé département par département avec les services de l'État. Et donc, on est aujourd'hui dans 75 départements dont les services instructeurs ont validé les choix faits dans l'algorithme. Voilà. Et puis, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on se connecte, on est sur un site tout simple qui dit pour un porteur de projet qu'on peut simuler le projet. Et donc, le résultat que vous avez vu, ça a consisté à choisir un lieu, hop, ici, et puis à remplir des surfaces impactées au sol et à remplir les différentes caractéristiques du projet, en l'occurrence pour l'évaluation environnementale. Voilà. J'ai fait court. Non, je ne sais pas si je vais revenir sur la scène. Je vais revenir pour vous remontrer le résultat précédent. Voilà.
Donc ça, peut-être pour préciser, c'est le simulateur. Il se complète d'un autre dispositif qui s'appelle l'avis réglementaire, et où là c'est un peu différent en fait. C'est plutôt pour des projets qui n'ont pas bien anticipé leurs obligations et les études à mener. Au moment du permis d'aménager, du dépôt de permis en mairie, les instructeurs ADS nous utilisent maintenant assez largement. Il y a 800 centres instructeurs qui nous utilisent et qui vont saisir Envergo, en fait, à titre informatif, pour demander un avis. Et donc l'équipe Envergo, on est 3 chargés d'études qui travaillent à plein temps, en fait, qui traitent les centaines de demandes, élaborent des simulations comme ça et les envoient aux porteurs de projets sollicités par la mairie ou la collectivité. Et donc de façon proactive, certes trop tard si les dossiers n'ont pas été faits, il y a la boucle qui est bouclée entre un dépôt de PC ou de PA qui pour le coup est la chose que tout le monde fait, mais qui va détecter, si besoin, la nécessité de déposer un dossier loi sur l'eau ou de mener une étude zone humide, et qui va faire le lien entre des choses qui sont aujourd'hui assez silotées, les collectivités au titre du droit de l'urbanisme et la préfecture au titre du droit de l'environnement. La décentralisation de la compétence urbanisme crée cette complexité aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était en DDT que tout était instruit, et donc il y avait des ponts qui étaient faits. Si un collègue côté urbaniste se grattait la tête sur un sujet environnement, il pouvait traverser le bureau, traverser le couloir. Aujourd'hui, c'est très distant et la compétence technique droit de l'environnement en collectivité est assez mal répartie. Donc Envergo joue ce rôle de recréer le pont. Pareil, par curiosité, qui parmi vous a reçu spontanément, sans l'avoir demandé, parce que ça a été détecté par le centre ADS, un avis réglementaire Envergo? Il y en a eu un là au fond. Okay. Bon, on a encore des progrès d'expansion à faire. On pourra discuter de la pertinence de ce que vous avez reçu si vous le souhaitez. Merci. On va évidemment échanger avec la salle juste après. Vous l'utilisez, vous l'avez utilisé, vous, Frédéric, ou pas encore? À l'occasion de ce projet, on a fait la simulation. Et maintenant que j'ai découvert, on va l'utiliser beaucoup plus. Eh ben, alors, ça répond, c'est à mon avis une partie de la réponse, mais quelles sont les bonnes pratiques? On a regardé le projet de ROUFAC ensemble, mais quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer les enjeux environnementaux dès le lancement du projet? Selon vous, qu'est-ce que vous avez des aménageurs? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre dès le lancement du projet? Des investigations les plus poussées possibles et essayer de rencontrer un maximum d'acteurs qui ont pu interagir avec le projet. Je crois que c'est le seul moyen. Ce qui serait bien, alors on reviendra après, peut-être, c'est de pouvoir avoir un dialogue détendu avec l'Adréal en préalable pour se dire c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que vous avez comme connaissances, et puis de continuer cette vision du projet au fur et à mesure de son élaboration. Bon, c'est pas la voie qui est choisie aujourd'hui. Après, je critique pas, là, ils ont des moyens, ils font comme ils peuvent, et voilà, donc c'est comme ça, mais je pense qu'on perd quand même pas mal de temps à cause de ça. Après, les bonnes pratiques, c'est... nous, on a l'habitude de faire des études d'impact quasiment systématiquement. Ça nous prémunit pas de tout, mais ça permet quand même de balayer énormément de choses. Donc nous, le préalable, c'est tout de suite de commencer par un inventaire faune-flore dès le démarrage, quand on s'intéresse à un secteur, et faire des études de sol, ça permet de balayer à peu près tout. On a des surprises, mais en dehors de ça, je vois pas tellement ce qu'on pourrait faire de plus. Et ces études, ça a un coût. Quelle est la limite, en fait? Parce que vous préconisez de faire un maximum d'audits, d'études, mais jusqu'où ça peut aller? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On ne peut pas faire toutes les études en amont. Alors, on ne peut pas gagner tout le temps. Et quand on achète un terrain et que c'est une opération qui va avoir 50 millions de chiffre d'affaires avec une marge qui restera confidentielle, mais tout le monde la connaît. 8. Vous pouvez engager 100 000 ou 200 000 euros d'études en préalable. Si ça foire, on ne peut pas gagner tout le temps. Et ça foire rarement, en vrai. Et on peut mettre un petit billet pour... Mais il faut le faire. Il faut gagner un peu de sous quand même à la fin. Nicolas? Oui, il y a peut-être plusieurs paramètres. Je pense que ça dépend de la taille du projet, en effet. Donc, 50 millions d'euros, les centaines de cas sont un peu dans l'épaisseur du trait. Envergo est moins pensé pour ces gros projets qui vont de toute façon être scrutés par l'ensemble des riverains, l'ensemble des acteurs et les services de l'État. C'est pertinent, ça fonctionne. Mais en revanche, ça permet de baisser le coût et le risque pour toute la constellation de plus petits projets. Nous, le gros de ce qu'on voit passer, c'est le granulaire dans des parcelles de
0,5, 1, 1,5 hectares, et où on est exactement à cheval sur des seuils qui font que sous 1000 m², donc c'est tout petit, mais 1000 m² de zone humide sur un projet à 5000, ça peut arriver. Donc ça permet de réduire le coût pour une série de projets. Donc à l'échelle d'un groupe, quand on a plein de projets en France qui sont des petits projets, il y a 50 millions d'euros peut-être en cumulé de chiffre d'affaires sur non pas un projet, mais une dizaine ou une centaine, j'en sais rien. Là, le fait d'avoir un outil qui automatise un peu les choses peut être plus pertinent. Donc ça, c'est un point. En termes de bonnes pratiques, nous, ce qu'on voit chez les grands acteurs, c'est vraiment une direction de l'environnement, donc il faut avoir le budget pour, qui élabore des checklists environnementales qui sont ensuite diffusées pour le développeur foncier. Donc il y a une formation des développeurs fonciers sous cet angle-là, sous un angle qui n'est pas tant l'aspiration environnementale que réduction du risque, en fait. Sécurité juridique, évitement de surcoût. Et dans une carrière, ça arrive plusieurs fois, et donc les développeurs fonciers à force voient tout à fait l'enjeu. Et donc ces checklists vont lister tous les différents enjeux. Donc là, on parle du code de l'environnement, mais il y a aussi des sujets de mobilité, de règles que la ville, la collectivité, les différentes collectivités, si le département a des contraintes aussi, ajoutent. Il y a l'archéologie, etc. Donc de développer une checklist qui permet plutôt que de le faire à l'impressionnisme, on va dire, de systématiser les choses. Et donc typiquement dans ces grands acteurs qu'on accompagne, c'est des fichiers Excel qui sont diffusés avec des cases à cocher, des informations à saisir. Et pour eux, toute une partie du champ, jusque-là c'était une macro Excel. Maintenant, c'est un lien vers Envergo qui va automatiquement donner des réponses, quoi. Donc on peut comme ça, sujet par sujet, avec c'est de la R&D, mais peut-être qu'il y a des acteurs privés qui vont émerger pour compléter ce que Envergo fait, systématiser ce genre d'approche. Donc moi je dirais la checklist. Merci beaucoup. On approche de la fin de cet atelier. Vous avez évoqué que vous alliez probablement utiliser Envergo. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui vous permettent d'anticiper les règles environnementales, des outils maison, des outils que vous pourriez recommander à notre assemblée ? Le PLU, c'est quand même un super outil si on se plonge dedans. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à faire des rapports de présentation de PLU et c'est des mines de renseignements quand ils sont récents. Et après, j'avoue qu'on a quand même l'intelligence artificielle qui nous aide un peu depuis quelques temps pour répertorier les contraintes et qui fait quand même pas mal de boulot. Qui est un LLM que tout le monde utilise ou un LLM maison comme certains Non, on n'a pas de LLM maison, non. Vous utilisez les autres. On utilise, je ne vais pas citer de marque, mais... Non, mais moi non plus, vous voyez. Il y a une complexité par rapport au LLM, c'est qu'il faut que la matière première existe. Et donc je parlais des doctrines de différents services de l'État, elles ne sont pas toujours formalisées. Et donc un Envergo, ce qui complète, c'est qu'on est du ministère, donc on a le lien avec les services environnement qui vont, en paramétrant le simulateur dans leur département, finalement formaliser ce qui jusque-là pouvait être un peu impressionniste. Donc en fait, en déclenchant Envergo sur un département, un effet de bord positif, c'est que le service environnement va assumer une doctrine par rapport à telle ou telle rubrique. Voilà. Et cette information-là, elle n'est pas publique, elle n'est pas publiée sur le site de la préfecture, parce que ce qui fait foi, c'est les textes, les règlements et la jurisprudence, et c'est pas forcément un document de plus. Et après, je rappelle juste une chose, c'est que dans le groupe, on est 3 pour faire le développement sur l'Alsace et la Lorraine, donc on n'a pas tellement de temps non plus pour faire des investigations très très longues. Et après, les aménageurs, alors peut-être dans les groupes nationaux c'est un petit peu différent, mais les aménageurs qui sont des groupes familiaux, des plus petits groupes, ils savent que quand on fait des bonnes affaires, c'est qu'on prend les décisions vite, qu'on se pose pas trop de questions et qu'on prend des risques. Donc des fois, il faut prendre des risques, donc passer beaucoup de temps à faire des investigations, on a rarement ce temps-là. Merci.